Chers amis, bonjour. Ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour La Science se parle. On se retrouve avec Samy. Donc, il y a quelques jours, j'ai mis en ligne l'interview que l'on a fait, Samy et moi, de François Gémen sur son livre L'écologie n'est pas un consensus, que je vous remontre. En fait, on tourne ces vidéos à la suite. Là, dans la réalité, on vient à peine de finir l'interview, il n'y a même pas une minute. Et ce qu'on va faire avec Samy, c'est qu'on va débriefer en quelques minutes cette interview qui était extrêmement intéressante. Alors, je pose la question à Samy, voilà, qu'est-ce que tu as passé une interview, des réponses, est-ce que ça t'a fait réfléchir sur des sujets, ce genre de choses? Oui. Bon, c'était une interview très, très intéressante. Le livre de François Gemène est intéressant. J'ai des accords, des désaccords avec François Gemène. Par exemple, sur le fait qu'il est contre-productif de fixer des objectifs extrêmement ambitieux pour résoudre la crise climatique. Il faudrait mieux se fixer des objectifs réalisables, peut-être moins... Mais Oui. il le dit dans son livre sur les 1,5 degrés, par exemple, que ça Oui, n'est pas réaliste et que... oui. Justement, c'est un point d'accord avec François Gemène qui est un des plus importants. Bon, après, il a fait polémique dans les médias avec certaines sorties, et là, je ne suis pas forcément toujours d'accord, mais il apporte au débat public. On ne l'a pas questionné, par exemple, quand on a évoqué la consommation sur les voyages en avion, puisqu'il avait pris une position plutôt pour les voyages en avion. Alors, pourquoi pas, puisque ça a aussi des avantages, et il faut toujours peser les avantages et les inconvénients de chaque technologie. Mais voilà. parlait, pour les avions, Oui. il parlait de l'utilité sociale d'un vol. Par exemple, je me souviens qu'à Quotidien, il avait pris cet exemple où il disait, imaginons que vous ayez deux personnes à côté, une personne qui va passer le week-end à New York pour faire du shopping et une personne qui part à New York pour une année d'études. L'utilité sociale n'est pas la même d'aller faire une année d'études à New York que de faire du shopping Bien sûr. un week-end ou 3 jours. C'est ça dont il parlait? Oui, et là, c'est évident que dans un cas, le voyage en avion est plus justifié que l'autre. Après, voilà, après, je ne sais pas si... Mais comment d'ailleurs, dire? qu'est-ce que Oui, tu penses, je te pose directement la question, oui, qu'est-ce que oui. tu penses, toi, des voyages en avion et de la proposition qu'avait fait Jean Covici de dire il faut un passeport avec 4 voyages en avion. Il avait pris le chiffre un peu aléatoirement, ça peut être 10 ou 15, mais un nombre limité de voyages en avion dans la vie d'un humain. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition-là? Ah, c'est une proposition radicale. Alors, 4 voyages en avion, effectivement, dans toute une vie, c'est peu. Et surtout, je me souviens que Léa Salamé lui avait demandé et comment font les étrangers, ceux qui ont de la famille loin. Bon, et Covici qui répond, bah, ils vont pas les voir, ils vont pas voir leurs proches. Okay. C'est un peu dur. Donc, et puis surtout, ce sera jamais accepté. Enfin, voilà, même si, bon, je trouve ça trop radical, simplement par le fait que seule une dictature peut imposer ça, et c'est le problème aussi cette fois de Jean-Marc Jancovici, c'est que j'ai l'impression qu'il est, voilà, il est dans une mentalité d'ingénieur où ce qui prime c'est l'efficacité, et ça peut passer par des voies très autoritaires, donc non, je suis pas favorable à ce genre de mesures. Mais effectivement, il faudrait peut-être, même sans doute, réduire notre utilisation de l'avion. Après, voilà, c'est compliqué. Enfin, je prends une anecdote personnelle. Oui, voilà. Un jour, le train était plus cher que l'avion. Et j'ai pris l'avion, voilà, je le confesse. mais le train était à un prix vraiment prohibitif. Bon, alors il y a tous des mécanismes politiques à mettre en place pour que les transports les plus économes en énergie et les moins carbonés soient beaucoup plus accessibles. Mais bon, voilà. Donc il y a peut-être un juste milieu à atteindre. Mais je trouve que l'avion est une question intéressante. Alors, Jean Covici, ce qu'il disait exactement, c'est que l'avion est né du pétrole et mourra avec lui. Le jour où techniquement il n'y aura plus de pétrole, on ne pourra plus faire décoller un avion. Mais là où je m'oppose au discours, et j'avais fait d'ailleurs un short dessus qui avait été très critiqué, c'est de dire que nous vivons dans des sociétés qui de toute façon sont multiculturelles et multiethniques. On a des gens qui viennent de partout. Les sociétés, et partout dans le monde, je veux dire, il n'y a pas un pays où il n'y a pas des gens venant d'étrangers. On ressemble plus à des empires qu'à des pays isolés comme le voudrait l'extrême droite. Et que réduire ces voyages-là, c'est aussi réduire la capacité de l'humain d'aller rencontrer l'autre, de vivre avec l'autre, de pouvoir échanger avec l'autre. Et aujourd'hui, alors bien sûr, en France,
on peut se dire que Marocain, Algérien, Tunisien peut prendre le bateau pour aller. Moi, je viens de Sète, je suis né à Sète, c'est un port en Méditerranée où on a beaucoup de bateaux. Enfin, on a 3-4 rotations vers le Maroc et l'Algérie par semaine. Je veux dire, c'est quelques heures de voyage et on est directement au Maroc ou en Algérie. Donc, on a le bateau, ils ne sont pas obligés de prendre l'avion. Et comme nous, Européens, on n'est pas obligés de prendre l'avion pour aller en Espagne, un week-end à Ibiza ou aller en Angleterre. Mais l'avion permet d'aller beaucoup plus loin et permet de rencontrer l'autre, de faire des études justement ailleurs. On prenait cet exemple de François Gémen, de la personne qui va étudier à New York. C'est apprendre une nouvelle culture, c'est rencontrer de nouvelles personnes, c'est voir autre chose. Et c'est ce qui fait l'humanité aussi, quelque part. Oui, oui, je suis d'accord. Mais on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire tout dépend de l'utilité sociale. Et par exemple, oui, bon, pour ma part, je serais pour qu'on interdise les jets privés, voilà, puisque quelle est l'utilité sociale des jets privés quand on voit que, alors je ne sais plus quel milliardaire, je ne sais plus si c'était Bernard Arnault ou un autre qui avait fait un Londres-Londres. Bon, voilà. Donc pour aller dans une ville, on n'a pas besoin de prendre son jet. Donc voilà, et on peut quand même réguler des usages qui sont devenus contre-productifs et sans aucune utilité en fait sociale, ou alors une utilité très marginale. Quand on gagne 2 heures sur un trajet, ça peut être un peu utile. Que souvent d'ailleurs avec les douanes, etc., on ne gagne pas. Oui, voilà, parce que Il donc, faut être clair. Moi, je connais beaucoup de gens qui font Genève-Paris en avion régulièrement. Je leur dis, alors que le train, c'est 4h30. Enfin, on fait Lausanne-Paris, c'est 4h30 de train. Ils habitent à Lausanne, ils vont à Genève, il y a 40 minutes de train. Ils sont obligés d'attendre à l'aéroport, de prendre l'avion qui dure 45 minutes de Paris. Je pense qu'en train, on est plus rapide. oui, bah oui, Ouais. finalement, c'est pas un moyen de transport moins efficace. Mais voilà, c'est toujours une question de juste milieu, comme on disait, c'est-à-dire que bah, on peut pas, de toute façon, on ne pourra pas demain dire l'avion est interdit, vous n'allez plus voir vos proches Par dès que vous contre, avez quelque chose dépassé que 4 tu as voyages. dit qui est Par contre, quelque chose que Oui, tu as dit qui était très intéressant sur le prix du train, et je suis d'accord avec toi, oui. l'avion est souvent moins cher que le train. Ah bah oui, ça m'est arrivé Euh, une fois de prendre l'avion parce que c'était 3 fois moins cher que le train. oui, mais Et c'est mal, mais je- voilà. moi j'avoue aussi qu'à l'époque où j'habitais à Venise, j'ai passé quelques années à habiter du côté de Venise. Alors, ben, on a fait les trajets en avion de temps en temps, les trajets en covoiturage de temps à autre et les trajets en train de temps à autre, ça dépendait des périodes. Mais à la période de Noël, très clairement, l'avion était beaucoup moins cher que le train. Mm. Donc, voilà, enfin, je le dis, on prenait l'avion pour rentrer en France chaque année. Bon, Venise 7 en voiture, c'est à peu près 10 heures, donc quand même, il y a un temps de trajet. Mais ce que tu dis sur les prix, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. Tu vois, les confessions qu'on fait ce soir, je crois que beaucoup de gens peuvent se confesser. Et en fait, on est tous les mêmes. C'est pour ça que je ne juge absolument personne. Parce Oui, que, oui, oui, c'est en pour fait, on rigoler vit aussi. tous dans le même monde et on est tous pareils. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Mais pour limiter l'avion, ce qu'on pourrait faire, c'est jouer justement sur le prix de l'avion. Et par exemple, dire les avions à l'intérieur de l'Europe, par exemple, si on fait, je reprends cet exemple, Genève-Paris, alors qu'il y a l'alternative au train, que les pouvoirs publics subventionnent beaucoup plus le train plutôt que l'avion. Et comme ça, les gens feront Genève-Paris en avion plutôt qu'en train. Oui, voilà, Ah, en faudrait train, je veux dire inciter plutôt qu'en les. avion, pardon. Oui, Mais tu vois, on peut jouer sur les prix et c'est un moyen politique de réguler, oui, sans interdiction. c'est une chose effectivement qui peut être très, très efficace. Après, je voulais juste revenir sur l'argument de Jean-Marc Jancovici quand il dit que bon, quand il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'avion. Alors certes, Mhm. mais il me semble que, voilà, je ne suis pas spécialiste, mais voilà, c'est ma conviction, on aura encore du pétrole pour longtemps, malheureusement. C'est-à-dire que et là, sur ce point, François Gemène a complètement raison. Le mur climatique est beaucoup plus près de nous que le mur du pic pétrolier. Et donc, c'est d'abord pour des raisons climatiques qu'il faut décarboner nos économies. Et la question du pic, en fait, c'est pas la même temporalité. Mhm. Ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il nous reste 40 ans de pétrole.
Donc, c'est vrai. Alors peut-être que Jean-Marc Jancovici a raison et qu'on est vraiment sur le début de la fin. Je n'en sais rien, mais je suis quand même un peu sceptique. Et en revanche, il y a un point sur lequel on ne peut pas être sceptique, c'est sur le fait que le changement climatique, on le prend maintenant. Et donc, c'est maintenant qu'il faut agir et pas attendre qu'on ait plus de pétrole pour l'avion. Voilà, alors, on le prend maintenant, et comme dit François Gémen, et il a raison aussi, on le prend aussi dans les générations futures. C'est-à-dire que nos conditions de vie maintenant et ce que l'on va envoyer de CO2 de l'atmosphère et autres gaz à effet de serre va impliquer aussi les générations futures, des générations qui ne sont pas encore nées. Et ça, c'est aussi important de le préciser. Il y a une chose que j'ai oublié de dire lors de l'interview. François Gémenet parlait de la moralité. Moi, il y a un argument de Jean-Marc Jancovici. À force, on perd les noms. C'est Jean-Marc Jancovici. C'est Jean-Marc. Et c'est une conférence que j'avais vue de lui à Sciences Po Paris il y a 2-3 ans. Je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans. Et puis l'argument m'avait marqué. Il dit, quand on arrive chez quelqu'un, on ne met pas les pieds sur la table, c'est de la politesse. Et en fait, l'écologie, c'est une politesse pour les générations futures. Oui. Et je trouve que cet argument est assez marquant parce que c'est vrai qu'on se dit, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis poli, je remercie les gens, je leur dis bonjour, j'évite de les frapper, de les accidenter, tout ça. Quand je suis chez quelqu'un, je me tiens bien, je ne pisse pas au milieu du salon. Pourquoi est-ce que je le ferais pour les générations futures, en fait? Et c'est vrai que l'argument est assez marquant, je trouvais assez intéressant comme point. Oui, c'est moi, ce sera le principe responsabilité de Hans Jonas qui disait que de la même manière que nous devons respecter les autres en tant que fin et ne jamais les utiliser en tant que moyen, selon la morale kantienne, eh bien, on devrait agir de la même manière avec ceux qui sont à venir, qui ne sont pas moins de valeur que ceux qui sont présents. Donc, il faut garder la planète habitable. Et sur ce point, d'ailleurs, c'est un point sur lequel il me semble que le pape François insiste. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi chez beaucoup de chrétiens, ça ne passe pas. Parce que ça me paraît parfaitement conforme à ce que. Enfin, je ne suis pas chrétien pour ma part, mais ça me paraît conforme à la lettre des évangiles. Alors, c'est ce que je disais dans le débat, c'est un point qui est intéressant, c'est que la chrétienté disparaît en réalité. La chrétienté disparaît parce que le message du Christ est à ce point transformé que par la radicalité qu'on ne comprend plus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de radicalité dans notre société. Et cette radicalité fait qu'on ne comprend plus les messages qu'il y a. Alors, que les choses soient claires, je suis ami avec certains radicaux. Je vais penser par exemple à Adrien Bozit, qui lui est sédévacantiste très clairement. C'est-à-dire sédévacantiste, il pense que le siège de Saint-Pierre est vacant. Et comme il y a cette radicalité, bien finalement, le discours du pape n'est pas écouté. Et je ne l'ai pas dit pendant l'entretien, mais il y avait un nom qui m'est venu en tête et un nom qui fait l'actualité, c'est Alexandra Arion-Code. Oui. Alexandra Arion-Code qui a publié au mois de mars, le mois dernier, son livre sur l'ARN messager, qui se targue d'être chrétienne, qui fait d'ailleurs des messes pour les enfants qui ne sont pas nés, c'est-à-dire les enfants qui sont avortés, et elle le dit. D'ailleurs, c'est dans le dogme chrétien, et en réalité, ça n'est pas dans le dogme chrétien. C'est plus compliqué que ça, en réalité, sur l'avortement, mais il y a une phrase qui est prise au détour d'un texte qui est très long, et on va dire, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est ce que j'appelle aussi la radicalité, c'est-à-dire l'incompréhension du texte lui-même. Et Alexandra Arion-Code est exactement dans cet extrême-là religieux qui fait qu'elle a du mal à comprendre le discours religieux et finalement aussi le discours scientifique. Mais ça, c'est plus un autre problème. Et cette radicalité va amener aussi aux gens à penser qu'un catholique doit agir comme ça sur le net. Moi, quand j'ai commencé la chaîne, à l'époque, je mettais que des conférences que je filmais à la fac. Mais quand j'ai commencé à me présenter et que j'ai fait des vidéos notamment sur la Covid, puisque c'est les premières vidéos de la chaîne, on m'a dit oui, mais toi tu es catholique, tu ne devrais pas en parler parce que regarde Alexandra Arion-Code, dont j'avais jamais entendu parler de ma vie, regarde un tel, ils sont catholiques, ils se présentent comme ça,
Divisio, etc. Fouché, tous ces gens-là se présentent comme ça, et ils racontent ces conneries-là, et toi tu dis, mais le catholicisme c'est pas ça, mais qui sait qu'on va croire, tu vois. Et toi tu dis, le pape n'est pas dans cette radicalité-là, il est dans un discours qui est beaucoup plus nuancé, qui est beaucoup plus proche des évangiles, etc. Et moi qui ai ce discours-là aussi, quand je le dis sur Internet, on me dit, mais c'est pas ça être catholique, parce qu'on regarde un tel, regarde un tel. On regarde les radicaux et on dit, tu vois, qui ils sont. Mais en réalité, c'est pas ça. Donc, les gens que l'on rencontre souvent, c'est pas des gens qui comprennent bien ou qui sont dans cette nuance-là. Et on parlait des migrations avec François Gemène. Euh, En 2015, quand il y a eu ce qu'on appelait la crise migratoire en Allemagne, est ressorti un texte qui est celui qui va définir autrui dans les évangiles. Qu'est-ce qu'autrui? Et tu sais, c'est sur un mendiant qui est sur la route de Judée, sur une route de Judée, et il va rencontrer trois rabbins au début, trois prêtres rabbiniques qui vont pas le soigner, il est malade, il a faim, qui vont pas le soigner, etc. Et Jésus, lui, va passer par là, il va le soigner, etc. C'est la parabole du bon samaritain. Et dans cette parabole-là, donc dans ce passage-là des évangiles, on définit le terme autrui en disant autrui, ça n'est pas celui que tu choisis, mais c'est celui qui vient à toi. Et par exemple, Jésus nous dit ta famille vient à toi, tu ne la choisis pas, elle vient à toi. Tes amis viennent à toi et celui que tu rencontres de pauvre sur la route vient à toi. Et la question qui se posait en réalité en 2015, ce que ces chrétiens-là sont posés comme question, c'est est-ce que les migrants viennent à nous ou est-ce qu'on les choisit? C'est est-ce qu'on les choisit par la politique migratoire que l'on fait ou alors est-ce qu'ils viennent à nous? Parce que s'ils viennent à nous, on doit les accueillir. Si on les choisit, on n'a pas à les accueillir. Et le pape François avait tranché cette question. Alors, sans doute, ceux qui ne sont pas catholiques ont peut-être plus cette historique en tête. Mais moi, à l'époque, j'habitais en Italie et les Italiens avaient reçu ce discours-là. Ça avait fait beaucoup de débats en Italie où le pape François avait tranché. Il a dit les migrants viennent à nous, donc on doit les accueillir, c'est notre prochain. Et je demande à toutes les paroisses italiennes et européennes, il avait d'abord commencé par l'Italie, il a ouvert à l'Europe un peu plus tard, d'accueillir les migrants. C'est-à-dire que les paroisses italiennes avaient pour ordre du pape de laisser les portes ouvertes et d'accueillir les migrants. Le pape François disait ça, c'est l'Église, parce qu'on ne les choisit pas, ils viennent à nous. Et beaucoup de paroisses italiennes avaient refusé en disant c'est la politique migratoire qui les fait venir à nous, donc ils ne sont pas nos prochains parce qu'on les a choisis. Oui, je vois le. Alors, c'est des notions qui sont complexes, mais la façon dont tu vois en fait le message du Christ et la façon dont tu interprètes les textes des évangiles t'amène à avoir une politique qui va être complètement différente. Politique de Berlusconi, on les accueille pas, on fait couler les bateaux. Politique du pape François, vous avez obligation de les accueillir. Oui. Et quand tu dis alors je remonte le texte, quand tu dis les catholiques que tu rencontres ne comprennent pas ce texte-là, mais parce qu'en réalité, ils sont dans une interprétation des évangiles qui n'est pas forcément la bonne. Alors, et c'est très complexe, en fait, de voir ces petits détails-là quand on n'est pas dans le milieu. Je sais que c'est assez compliqué. Mais... Oui, bah, par rapport aux questions migratoires, alors encore une fois, je ne suis pas chrétien, mais Saint Jean Chrysostome, on appelle aussi... Pour le coup, je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est un saint du IVe siècle, on l'appelait Bouche d'Or parce qu'il avait beaucoup de talent en rhétorique. Dans ses prêches, il disait que tout chrétien devait garder chez lui un matelas, une couche, un peu de pain pour accueillir des pauvres, des réfugiés, parce que il se peut que derrière le pauvre et le réfugié qui vient demander le gîte, il se cache en fait Jésus-Christ. Bon. Et ça, c'est une morale effectivement que rejettent les chrétiens, on va dire les chrétiens d'extrême droite, bon, chrétiens identitaires, en disant que non, c'est une interprétation gauchiste qui n'a pas du tout lieu d'être. Mais voilà, c'est un des paradoxes, effectivement, des interprétations. Alors moi, je ne sais pas quelle est la bonne interprétation. Hein, mais j'ai envie de dire, pour savoir quelle est la bonne interprétation, il ne faut pas m'écouter moi, il faut écouter le pape et les docteurs en Église.
Oui, bien sûr. C'est comme en science, c'est-à-dire qu'en science, il y a un consensus scientifique et puis il y a quelques personnes qui autour vont dire ça, c'est pas vrai. Typiquement, le vaccin, ça fonctionne consensus scientifique. Alexandra Arion-Cotte qui écrit un livre pour expliquer que non. Bon, bien, c'est pareil dans la religion. Vous avez des docteurs en église qui vous racontent un truc, le pape qui raconte un truc, et puis vous avez déjà à côté qui raconte un autre. Consensus religieux et autre chose. Maintenant, il y a un point quand même qu'il faut voir. Je peux comprendre aussi la peur des Français et des Européens les plus pauvres de l'autre, parce que quand on n'a pas grand-chose et quand on a des difficultés déjà à vivre, je peux comprendre qu'il y a un rejet aussi Mm. de l'autre. Enfin, il faut bien voir que dans les banlieues ou même dans certaines parties des provinces, je vais dire provinces françaises, euh, force de parler anglais toute la journée au labo, j'ai du mal, mais countryside, comment Oui, dans les la banlieues campagne, etc. à la campagne. Non, D'accord. il y a les banlieues, mais je parlais aussi des terres plus à l'intérieur, enfin, des campagnes. Il y a aussi cette peur. Il faut que politiquement, elle soit prise en compte. Enfin, il faut être réaliste aussi sur ces peurs-là. Mais là où François Gémen est assez a raison, à mon avis, c'est par le discours que l'on peut créer soit la peur, soit l'envie d'accueillir, soit la compréhension, soit l'incompréhension. Et le discours est très important aussi dans la façon dont le peuple va percevoir les choses et le politique va pouvoir euh, conquérir l'idée du peuple. Et enfin, tu vois ce que je veux dire Mm. Oui, oui, je vois, effectivement. Après, enfin, je sais pas à quel point ça peut être efficace. Parfois, enfin, c'est compliqué parce qu'en le lisant, sur la nécessité, par exemple, de fonder une internationale écologiste, de, de sensibiliser les populations aux questions migratoires pour que tout se passe, je vais dire pour le mieux, mais en fait, pour que tout ne soit pas trop catastrophique, c'est plutôt ça l'idée. Bon, en lisant, j'ai l'impression qu'il est un peu optimiste, et puis bon, quand je l'écoute à la télévision, à la radio, il est très pessimiste. Donc il oscille un peu entre les deux, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'il y a peut porter ce programme-là, mais c'est très difficile d'être optimiste par rapport voilà, à la manière dont on va accueillir les migrants. On voit aujourd'hui qu'il y a un repli, on voit bien en Europe, hein, mais pas seulement en Europe, un repli identitaire qui est très fort, et une volonté aussi d'affirmer à nouveau sa souveraineté, on l'a vu avec le Brexit. Donc, je ne sais pas à quel point ce discours peut être opérant, en fait. Bon, et je pense que Mais François Gémen là doit avoir également des doutes. où je pense qu'il a raison sur ce discours-là, c'est quand il prend, et tu l'avais relevé d'ailleurs aussi, l'Europe. Toi, tu as dit en 2005 qu'il y a eu un rejet des institutions européennes. La majorité des Français, et c'est vrai, je crois les Irlandais d'ailleurs avaient fait pareil, Oui, et il les y avait un Néerlandais rejet des aussi. institutions, les Néerlandais aussi. Il y avait un rejet des institutions européennes, mais là où je pense que sa comparaison est injuste, c'est que l'Europe a été créée, mais on a gardé nos nations, on a gardé nos langues, nos cultures, on a gardé nos frontières. Donc on a un idéal national quelque part, mais on a aussi un idéal européen. Et les deux ne sont pas forcément contradictoires. On peut se sentir français et européen. Et d'ailleurs pour un programme que moi je trouve très bien, qui a été mis en place quelques années après la création de l'Union européenne, en tout cas de l'élargissement, c'est le programme Erasmus, où les étudiants voyageaient partout en Europe pour rencontrer l'autre, pour s'installer là-bas une année, 2 ans, pour faire une partie des études là-bas. Il y a eu un échange de la jeunesse européenne un peu partout sur le continent, en tout cas ceux qui appartenaient à l'Union européenne, qui a permis aussi de créer cette Europe-là dans les mentalités et réellement parce qu'il y avait des Français qui épousaient des Italiennes, des Italiens qui épousaient des Anglais qui épousaient des Allemands, en fait, tu vois. Et il y a des unions qui ont été faites, des naissances qui ont été faites et des petits qui étaient binationaux, qui venaient de différents pays européens et ma femme, par exemple, qui est franco-suisse. Et donc, ça permet de créer aussi cette union-là et ce monde-là. Et je pense que on peut avoir un discours identitaire, mais en même temps un discours plus internationaliste. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Alors, je dirais pas, peut-être pas identitaire, parce que c'est marqué
c'est connoté politiquement, mais il n'y a pas de contradiction effectivement entre l'appartenance nationale et une appartenance internationale, européenne Oui. par exemple, ou même mondiale. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent français européens. Ah Et ben oui, je pense qu'ils sont, d'ailleurs, enfin je dis, moi je me sens français européen, je pense que ces gens-là sont majoritaires. Je pense que la minorité veut une ultranation, etc. Alors, que les choses soient claires, je viens de droite, ce qui fait que la terre française, pour moi, est quelque chose de très important. Et je suis français et je resterai français, mais il y a ce sentiment d'appartenance à l'Europe qui est quand même très, très important. Et, euh, et même quelqu'un de droite nationaliste peut se sentir aussi facilement européen. Et puis il y a ça. oui, Et il y a donc, une je pense culture, une qu'il civilisation européenne y aussi. a une culture, une civilisation. Et je pense que le discours écologique, s'il arrive à montrer l'intérêt de tous les États et de tous les peuples à devenir écologique parce que il y a quelque chose qui nous dépasse à nous autres les humains, qui est le lieu où l'on vit, la planète où l'on vit, alors on pourra avoir du national, mais en même temps de l'écologie. Tu vois? C'est une possibilité. De toute façon, on ne peut pas faire table rase de la nation comme ça, donc Non, on devra faire avec non. dans une certaine mesure. Alors il y a un point aussi sur lequel je réfléchis parce que j'étais en train de relire des pages d'un livre, Mhm. d'un auteur chrétien d'ailleurs, Une question de taille de Olivier Rey. Alors je suis pas d'accord sur tout parce qu'Olivier Rey est assez réactionnaire sur pas mal de points, mais c'est pas le plus bête des réactionnaires, hein. Et dans ce livre, alors, tout est dans le titre, hein, il dit que beaucoup de problèmes politiques, sociaux, etc., ce sont en fait des problèmes de taille, de quantité. On est dans le trop Mhm. plein. Et quand il parle de la politique, c'est très intéressant parce qu'il dit finalement, si on a un problème de gouvernement, c'est peut-être parce que nous ne sommes plus à la bonne échelle pour gouverner. Donc, si on veut, est-ce qu'on peut vraiment gouverner le climat à l'échelle mondiale? Ce que dit Olivier Rey, c'est peut-être que tout cela, ça relève d'une sorte d'hubris, voilà, de voir. C'est ce qu'avait dit un peu François Gemène à la fin de l'entretien. C'est quand il dit voilà, l'anthropocène, il faut le créer. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas trop énorme pour nos faibles capacités cognitives? Est-ce que on s'engage dans la bonne voie en allant dans le toujours plus d'organisation, toujours plus d'échelles de gouvernement? D'ailleurs, on ne dit même plus gouvernement, maintenant on dit gouvernance. La solution ne serait-elle pas plutôt dans une décroissance générale, même des institutions politiques? Bon, alors c'est une réflexion que je trouve intéressante. Je ne sais pas trop quoi en penser, à vrai dire, mais voilà, ça fait partie des pistes de réflexion. Alors, je vais te donner un débat, l'idée d'un débat qu'on a fait il y a, je ne sais pas combien de temps de ça, 6 mois peut-être, avec un groupe qui s'appelle Efficience. Le groupe Efficience, c'est un groupe de jeunes chercheurs de l'École normale supérieure Paris-Lyon qui s'est réuni pour créer ce groupe-là pour réfléchir à la science de demain, en gros. Je fais simple. Et donc, ils sont venus et puis on discutait de l'organisation de la science et surtout de l'organisation de la science aussi dans un monde qui se veut écologique. Non, pour pas qu'il y ait de répétition de projets, pour pas qu'il y ait cette lutte comme on a pour les financements aujourd'hui où tout le monde fait, ou dans certains domaines, tout le monde fait plus ou moins la même chose, mais on veut que ce soit notre labo qui soit le premier, etc. Et j'ai dit, est-ce qu'il ne serait pas possible, alors apparemment c'est en train d'être organisé, en tout cas eux sont partie prenante de ça, une sorte d'organisation internationale qui gérerait la science, on va dire, la recherche. C'est-à-dire qui gérerait les projets, qui gérerait un certain nombre de financements, etc. Et donc, ça ne serait pas pour enlever les financements locaux qui peuvent venir, par exemple, de fondations locales, comme ici dans l'arc lémanique, on a la fondation Lennart pour tout ce qui est biologie médicale et médecine, qui est une fondation locale qui travaille que sur Genève et Lausanne, donc que sur l'arc lémanique. Mais en plus d'avoir ces fondations locales qui vont gérer la recherche locale et financer la recherche locale, et des institutions comme les universités, avoir une institution internationale qui va gérer des problèmes beaucoup plus globaux de répétition de sujets, de financement plus internationaux, de collaboration plus internationale, etc. Est-ce que ça ne serait pas possible, finalement, avec l'écologie, d'avoir aussi la même chose? Je pense que oui, mais en fait, en fait, je suis plutôt d'accord avec François Gemène. Le climat est mondial, donc il faut essayer de le gérer au mieux à l'échelle mondiale. Oui, je suis assez d'accord avec cette idée qui me paraît intuitive.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, puisque de toute façon, Oui, mais ça personne. la géophysique fait Oui. que ce qui est dans l'atmosphère ne partira pas Oui, bien sûr, ça c'est évident. aussitôt, mais je crois que sans régulation internationale, les États voudront de toute façon pas faire des efforts. Mm. On voit bien les politiques français. Pourquoi nous, on en ferait alors que la Chine, ceci ou cela. Bon. Oui. Mais j'ai envie de dire, on a déjà créé deux institutions. Enfin, si je parle de l'ONU, qui est plus de la diplomatie, mais on a quand même l'OMS et l'OMC. Et il faut voir ce que l'OMS a fait contre la pandémie de Covid-19. Elle a quand même suffisamment bien travaillé. Oui, très bien même. Il y a eu beaucoup de manquements, notamment sur COVAX, COVAX qui devait distribuer les vaccins internationaux, etc. Il y a des choses qui ne se sont pas bien faites. Mais dans l'ensemble, les pandémies internationales, l'OMS les gère assez bien. Elle a fait ses preuves avec le Covid-19. Elle a fait ses preuves, le Covid-19. Donc, pourquoi ne pas créer une instance écologique comme ça, par exemple l'OME, l'Organisation mondiale écologique, qui régulerait un peu les États et qui mettrait tout le monde au même niveau, quelque part. Et comme ça, on n'aurait pas juste, nous, l'impression de faire des efforts à titre national. Par exemple, la France devrait faire plus d'efforts que la Chine, etc. Mais que les efforts, en fonction de la taille du pays, de la consommation, du nombre d'habitants, soient régulés de cette façon-là. Je pense que ça peut Oui. être une Oui, après, solution que les citoyens. réguler le climat, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais je pense que le discours politique qui est constant, et soit dit en passant, c'est pareil en Suisse, en Italie, puisque vivant en Suisse et ayant toujours un regard sur l'Italie, je regarde la politique de ces deux pays-là aussi. Que tu sois en Suisse ou en Italie, tu as toujours ce discours du pourquoi nous et pas les autres. Et en Suisse, c'est encore plus présent parce qu'on dit on est 8,5 millions d'habitants, on est tout petit sur une carte. Enfin, je veux dire, en 4 heures, tu as fait la Suisse en diagonale, tu as traversé la Suisse en diagonale. Pourquoi nous on ferait plus d'efforts alors que les autres n'en font pas? Et ça, c'est tu vois, un discours que moi je dis, mais quand on regarde la consommation suisse, elle est beaucoup plus importante que les pays voisins, que ne serait-ce l'Italie ou la France. Le Suisse gagne beaucoup, mais consomme beaucoup. Je ne suis pas assuré que le Suisse, à la fin du mois, il n'a pas grand-chose. Hein. Mm. En Suisse, il faut voir ce qui se consomme, ce qui se jette, etc. Je pense que si un jour, je prends mon téléphone portable, que je vais à la déchetterie, parce qu'ici, on n'a pas des poubelles comme on a en France où tu mets dans les sacs. Mm. Ici, quasiment tout se trie. On a 60-70% des déchets qui se trient. Donc, toutes les semaines, on va à la déchetterie, on a une soixantaine de poubelles, on met sur les poubelles. Bon. La quantité de machins qui se jettent, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et récupérable. Hein. Donc, le Suisse dépense énormément. Tiens, pour donner un exemple, la semaine dernière, et je vis dans un petit village, hein, il y a quelqu'un qui a déposé une palette de carrelage pas ouvert. Il n'a plus besoin, il a mis la palette complète. Il y avait 25 mètres carrés de carrelage de terrasse. Oui, on vit dans la civilisation du déchet. Hein. On parle beaucoup de climat, Voilà. mais Voilà. c'est pas le seul problème écologique. Et le Suisse dit, nous, on est petit, donc on n'a pas d'effort à faire, alors que le Suisse surconsomme. Et qui consomme beaucoup plus que ses trois voisins directs, à savoir l'Allemagne, la France et l'Italie. Alors, les efforts, elles ne sont pas à en faire selon la taille du pays, etc., mais aussi selon la richesse du pays et la façon dont les gens vivent dans le pays. Oui, bien sûr. C'est aussi ça à voir. Mais c'est là où je pense que s'il y a une instance internationale, on n'aura pas l'impression, nous, seulement de faire des efforts, mais que ce soit partagé par le monde entier et que finalement, ce soit plus acceptable. Parce que le but, c'est que ce soit acceptable aussi. Oui, Par oui, contre, oui. le mot qu'il a employé de gouvernance mondiale, etc., alors ça, alors j'ai pas réagi parce que j'ai dit on va avoir un débat qui va jamais finir. Mais si tu prends les livres de, comment il s'appelle, de Pierre Hillard, etc., je sais pas si tu Oui, je connais vois le qui c'est. personnage. Euh, bon, là tu vas avoir tous les gens qui sont des soraliens, etc., qui vont tomber dedans, et puis là, ça va être. Oui, Ça va gouvernance être mondiale, ils entendent tout de suite complot pour c'est instaurer un ça, c'est ça. gouvernement Ouais, c'est ça. Illuminati ou que sais-je. Alors, Soral ne croit pas aux Illuminati, il ne faut pas non plus exagérer sur ce qu'il dit, mais il croit au. Bon, mais Pierre Hillard aussi, puisque c'est sur les atlas du mondialisme,
il pense que c'est les Juifs qui dirigent le monde, et Oui, donc il croit que c'est les Juifs qui dessinent les cartes du monde, et qui font les empires, et qui défendent les empires, etc. En tout cas, depuis le XVIIe siècle, puisque c'est ce que nous dit Pierre Hillard. Il ne remonte pas trop tôt non plus dans l'histoire, mais en gros, ces 4 derniers siècles, c'est les Juifs qui ont fait l'histoire. Je résume, en tout cas, de l'Europe, des États-Unis, etc., je résume un peu ça. Je me demande alors pourquoi est-ce qu'ils ont laissé Hitler au pouvoir, mais enfin, ça, c'est peut-être une autre question. Mais voilà, donc ce bah, Pierre Hillard mot-là est déjà très connoté. il répond à cette question en disant que les Juifs, entre guillemets, avaient intérêt à ce qu'il y ait un génocide pour créer leur État. Enfin, c'est très tordu. Ouais, alors je ne sais plus comment il répondait à la question, mais il y avait. Donc le Comme mot ça. est très connoté, mais sans connoter le mot, je pense que de toute façon, on n'aura pas trop le choix. Je pense que la science fait qu'à un moment donné, il va falloir essayer de faire quelque chose au niveau plus international. Je voulais montrer ça, je ne sais pas si tu l'as vu, ce petit reportage-là demain. Non, je ne l'ai pas vu. Alors, J'ai vu passer ce film, enfin, ce reportage, mais je ne l'ai pas vu. je, je l'ai trouvé, bon, je l'ai trouvé d'occasion il n'y a pas longtemps, je n'avais pas trop entendu parler de ce film, et puis bon, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de le voir. Il parcourt un peu le monde en cherchant et en montrant des gens qui ont des solutions qui sont techniques, des solutions par exemple d'agriculture, de fabrication de vêtements, etc. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans le pessimisme dont on parlait par exemple pour le discours écolo, on est dans finalement tout le monde peut faire un petit quelque chose et puis ce petit quelque chose n'est peut-être pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Et ça change déjà les choses un peu au niveau local, etc. Alors, ma Mm. question que j'ai, on n'a pas parlé de ça avec François Gemène, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on appelle les petits gestes, etc. Bah, je pense pas que j'ai une réponse un peu bateau, hein, mais de bon sens, je crois, c'est que c'est nécessaire mais pas suffisant. Voilà. C'est que bah, si tout le monde faisait un petit quelque chose, ça ferait à la fin quelque chose d'assez important. Alors, c'est pas tout, mais bon, typiquement, l'exemple qui me vient en tête, c'est la consommation de viande. Mhm. Alors, tout le monde ne va pas devenir végétarien du jour au lendemain, mais si beaucoup de gens décidaient de réduire leur consommation de viande, à la fin, on verrait des résultats significatifs sur les émissions de CO2. Alors, je ne parle même pas de l'éthique animale, c'est un autre sujet. Euh, donc, oui, les petits gestes, il faut les faire et il faut les promouvoir, bien sûr, toujours en insistant sur le fait que les, 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 la politique peut se faire à un autre niveau, bien sûr. On parlait des transports tout à l'heure, ça c'est. Bon, effectivement, d'essayer de ne plus prendre l'avion, ça peut être un petit geste individuel, mais qui est une politique de financement des trains, par exemple, par rapport à l'avion, de subvention des trains par rapport à l'avion, bon, ça peut compléter très bien les choses. Bon, voilà mon point de vue, qui est finalement très, comme je disais, très, très basique, quoi. Oui, oui, Ouais. le transport, c'est un point qui est très intéressant et très important. C'est vrai, on parlait beaucoup de ça. Alors, à titre individuel, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de prendre l'avion? Je ne sais pas. Là, pour le coup, je ne sais pas les statistiques, je ne sais Je pas. sais pas. Mais sur ce point, il y a Philoxime qui a fait une très bonne vidéo sur les petits gestes, études scientifiques à l'appui. Il montre que, bah oui, hein, les petits gestes, c'est pas forcément du colibrisme comme on dit, c'est-à-dire voilà, je fais ma Mhm. part. Bon, la forêt brûle, mais j'apporte ma petite goutte. Ça c'est un peu une caricature, c'est que si beaucoup de gens apportaient sa petite goutte, bah, le feu serait moins grand quand même, effectivement. Et puis, euh, Philopsine aussi des études scientifiques qui montrent que en faisant des petits gestes, dans une société où beaucoup de gens font des petits gestes, ça incite même les politiques à agir, donc à avoir OK. des mesures plus structurelles. Donc ça peut créer un cercle vertueux. Mhm. Donc voilà, je recommande cette vidéo. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, la chaîne c'est Philoxime. Voilà. Bon, on la mettra en lien quand je monterai la vidéo, parce que je vais. Alors là, il y a le week-end de Pâques, donc je ne monterai pas maintenant, mais la semaine prochaine, je monte. Parce que là, je pars en France rejoindre ma femme pour Pâques, là, 4 jours, et puis après, je reviens. Alors, je pars en voiture, je pars pas en avion. Je précise. Euh, oui, alors, est-ce que tu as d'autres commentaires à faire sur le débat qu'on vient d'avoir avec François Gemène? Est-ce qu'il y a d'autres points qui t'ont fait penser ou réfléchir? Alors, pas spécifiquement,
Bon, alors, je vais pas poser toutes les questions, puisque le temps était compté. Il n'y avait Mhm. pas énormément de temps ce soir. Par exemple, il a beaucoup critiqué certaines actions pour le climat. J'aurais bien voulu qu'il approfondisse la question du militantisme, voilà, Mhm. comment bien militer pour le climat, entre guillemets, enfin bien militer, d'après lui. Mais voilà, je ne vais pas poser cette question, ce sera pour une autre fois, si y a l'occasion de lui poser la question. Mais voilà, mis à part ce point, j'ai trouvé l'entretien assez large, on a pu balayer beaucoup de sujets en peu de temps. On a pu balayer beaucoup de sujets en peu de temps. Moi, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est ça, le mouvement du consommateur et le rôle du consommateur. Alors, on vient de parler des petits gestes, le rôle du consommateur face à l'industrie. Il a apporté une réponse, et c'est finalement la réponse de ce livre. Alors bon, ce livre date de 1984, l'auteur meurt quelques temps après. Et à ma connaissance, j'ai pas trouvé d'autres livres, parce qu'en fait, Alors, ça fait 2 ans que je m'intéresse à ça. Alors toi, est-ce que tu as d'autres livres qui parleraient de ça d'ailleurs? en fait, sur l'histoire de la consommation, je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est plus récent, il y a les livres de, comment elle s'appelle déjà, Marie-Anne Chessel, je crois, Chessel, Mhm. C-H-E-2-S-E-L, qui a écrit une histoire de la consommation, je crois que c'est au PUF, je crois que c'est un que sais-je même, ou une collection de repères, je ne sais plus. Bon. Mais où elle parle effectivement du mouvement consommateur, de sa naissance au début du XXe siècle, notamment, du passage de ce qu'elle appelle la culture de consommation au XIXe siècle à la société de consommation, à partir du moment où la consommation devient accessible au plus grand nombre, d'abord aux États-Unis avec le Fordisme, puis en France, en Europe, il y a une généralisation au cours des Trente Glorieuses. Et elle parle effectivement de ce mouvement de défense des consommateurs, et elle dit que les consommateurs, dans ces mouvements-là, dans ces ligues de défense des consommateurs, il y a cette idée selon laquelle, avant d'avoir des droits, les consommateurs ont des devoirs. Donc c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver à travers l'économie des petits gestes, par exemple. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, hein, mais voilà, si ça t'intéresse, il y a les travaux de Marie-Anne Chessel, si je ne me trompe pas sur le prénom, et c'est bien Chessel, le nom de famille. Alors, je mettrai un lien, enfin, au moins le nom de ce livre quand je montrerai la vidéo. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Eh bien, parce que je pense qu'on est tous consommateurs, Oui. qu'on fait tous nos courses au supermarché. Enfin, mis à part certaines personnes, je pense qu'on n'a pas tous un champ avec de quoi vivre à l'année dessus. Donc, comme on est tous consommateurs, je pense que c'est important aussi qu'on réfléchisse à ce que nous sommes et à ce que nous achetons. Oui. Alors bien sûr, on est nombreux à essayer d'acheter de plus en plus de légumes qui viennent du coin, on va dire. Quand le coin produit, mais il y a beaucoup d'objets technologiques. Par exemple, là aujourd'hui, tous les deux, on a le casque, on a l'ordinateur, tout ça, ça vient de Chine. Les habits qu'on porte, même si mon t-shirt aujourd'hui, c'est Jeux Olympiques de Lausanne 2020, je suis à peu près certain que ça n'a pas été fabriqué à Lausanne. Si je regarde, ça va être Bangladesh, Vietnam ou Tunisie ou Turquie. Donc, c'est important parce qu'on consomme tous et que on s'aperçoit pas forcément du pouvoir que l'on a. Mais là où j'ai une question à te poser, toi qui es historien, et c'est par rapport justement à la politique de ça, c'est-à-dire que de mon point de vue, les, les, nos concitoyens les plus pauvres achètent ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas trop le choix que d'acheter ce qu'ils peuvent. Souvent, en nourriture, d'ailleurs, c'est de l'ultra transformé parce que c'est moins cher. En vêtements, ça va être du CA ou du Jules, etc., qui est le moins cher. Ils vont pas pouvoir avoir le choix de ce qu'ils peuvent. Donc, c'est aux politiques, par incitation de prix, par je ne sais pas quoi, à faire en sorte que le, la qualité, ce qui pollue le moins, etc., soit plus facilement accessible aussi au plus grand nombre d'entre nous. Parce que des gens qui ont vraiment le choix de ce qu'ils achètent, je ne sais pas si c'est la majorité. Presque peur que ce soit Ouais. l'inverse, en fait. Que les Alors, gens achètent vraiment ce qu'ils peuvent et que le choix soit limité, quoi. oui, dans beaucoup de milieux, il y a pas le choix, ou alors il y a un choix très restreint. Mais alors ici, je pense à un livre d'un sociologue, pas d'un historien, Denis Colombi. Alors j'ai oublié le titre du livre, mais c'est Mhm. «Comment les pauvres utilisent leur argent», ou je ne sais plus exactement. Bon, on mettra le titre. C'est un livre dans lequel il explique que, effectivement, on blâme souvent les pauvres pour ne pas savoir gérer leur Mhm. budget, mais en fait, non, c'est un budget qui est extrêmement contraint. Et bon, parfois, ils achètent des choses
qui peuvent être entre guillemets un luxe par rapport à leur niveau de vie, mais c'est parce que c'est aussi le seul moyen de se faire plaisir, alors que des familles plus aisées iront en vacances d'hiver faire du ski, eux, vont un jour emmener leur famille manger dans un petit restaurant, ce qui a l'air de rien comme ça, mais ça peut vite exploser le budget effectivement d'une famille pauvre. Mais là, effectivement, c'est moins une question d'historien qu'il faut poser à un historien qu'un sociologue de la pauvreté. Ouais. Mais voilà, ce livre de Denis Colombi, je l'ai trouvé très intéressant. Et pourquoi est-ce que je parle des gens qui n'ont pas trop le choix d'acheter? Parce que on parle de faire pression sur les industries, etc. Je pense que c'est important et je pense que le consommateur devrait le faire, mais pour qu'il puisse le faire, il faut aussi qu'il ait les salaires adéquats et tout le pouvoir d'achat. J'aime pas vraiment ce terme, ça fait pouvoir d'achat, surtout quand c'est dit par un gars de gauche, j'ai l'impression qu'il est très capitaliste, le type. Pouvoir d'achat, on dit, il faut pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'acheter, c'est un truc de fou. Moi, chaque fois que Mélenchon dit pouvoir d'achat, je me dis, il se rend compte de ce qu'il dit ou pas? À un moment donné, mais bon. C'est le mot qui s'est imposé. C'est le mot qui s'est imposé. Donc, je pense que sans pouvoir acheter réellement ce qu'on veut, le mouvement du consommateur sera vain quelque part. Et ça, c'est un peu, je pense, la pression qui peut être faite sur les entreprises doit être d'une part politique, d'autre part des citoyens, mais il n'y a que les citoyens les plus aisés qui pourront le faire. Alors après, il y a une chose aussi très importante, qu'on n'a pas dit, mais malgré le fait que les plus pauvres ont beaucoup moins le choix que les plus aisés, c'est la palissade, leur impact environnemental reste quand même bien inférieur, même si ils ne sont pas dans l'optique de consommer vert, consommer local. Alors le local n'est pas forcément meilleur que pour le climat d'ailleurs, pas forcément. Mais bon, voilà, ils n'ont pas les moyens d'être dans cette démarche, par exemple, je sais pas, démarche zéro déchet, etc. Bon. Mais comme ils ont des faibles moyens, ils consomment beaucoup moins et donc leur impact est plus faible. Alors que même les riches très conscients de leur impact environnemental, en moyenne, auront un impact environnemental plus fort que les plus pauvres, qui eux n'ont pas forcément cette volonté de faire des petits gestes. Peut-être qu'ils ont cette volonté, mais ils n'ont pas les moyens. Et paradoxalement, du fait qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont moins d'impact environnemental. Mais je pense qu'ils ont aussi la volonté de faire des petits gestes. Oui, je pense aussi. Je pense qu'ils ont aussi la volonté de faire des petits gestes. Je pense qu'ils n'ont pas forcément, comme tu dis, les moyens, puis ils polluent un peu moins. Mais je pense qu'ils ont la volonté parce que c'est aussi des gens qui sont très touchés par le problème des climats. Ces gens qui sont très touchés par le problème des climats. Quand on se balade en France, au centre de la France ou même en Suisse, etc., lorsqu'il y a des sécheresses, c'est très difficile pour les gens aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors que dans les villes, tu peux toujours entrer dans un magasin climatisé, tu peux toujours avoir un verre en terrasse, etc. Pour les plus pauvres, c'est quand même plus difficile à tenir, disons. Tu n'as pas forcément la maison qui va bien avec l'isolation qui va bien. Et en été, tu crèves de chaud. Tu n'as pas forcément de ventilation et tu n'as pas les moyens de mettre la ventilation de ta journée. Enfin, tu as tous ces aspects-là qui font que tu es quand même plus touché, même dans les pays occidentaux, par le changement climatique que peut l'être quelqu'un de plus aisé. Oui, voilà, exactement. Et puis, il y a aussi, là, on parle des gens qui vraiment gagnent bien leur vie, une dynamique sociale qui peut s'enclencher de la consommation ostentatoire, comme disait le sociologue Veblen. C'est-à-dire que oui, mon voisin a une maison de je ne sais pas combien de mètres carrés, 200 mètres carrés, moi il m'en faut une aussi. Il a 3 voitures, il me faut aussi 3 voitures. Bon. Il y a aussi cette dynamique-là qui peut s'enclencher, d'acquérir des biens positionnels, comme on dit, des biens qui montrent que voilà, on a de l'argent. On est à l'aise financièrement, comme dirait l'autre. Donc voilà, c'est aussi un problème de consommation ostentatoire qui se pose. On le voit très bien avec les super riches, dont l'objectif c'est d'avoir le plus gros yacht. Bon. Alors, je pense que tu as raison, mais je pense que c'est limité dans une classe sociale. Oui, bien sûr. Alors, je ne connais pas la sociologie là-dessus, je vais juste parler par expérience personnelle, et puis une expérience personnelle, ça vaut pas grand-chose, mais je vais quand même la dire, malgré le fait, et je le répète, que ça vaut pas grand-chose. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que effectivement, quand tu atteins un certain niveau, tu es né un peu plus pauvre, tu atteins un certain niveau, tu as envie de le montrer.
quand tu es devenu hyper riche, comme ils sont pas nombreux, tu as envie de le montrer. Par contre, quand tu es déjà né dans un certain confort, tu n'as pas nécessairement besoin de le montrer. Et je vais te raconter une petite anecdote qui est assez âgée, malheureusement pour moi, qui date il y a une vingtaine d'années. Quand j'ai passé le bac, quand je dis 2 décennies que j'ai passé le bac, j'ai l'impression que je vais mourir demain. Ça. Et Je ne je l'ai me pas rappelle passé hier encore de non cette plus. époque. Et donc, j'étais à l'époque que mes parents avaient un commerce à Toulouse. Et moi, j'étais dans un lycée du centre-ville qui s'appelle Pierre de Fermat. Et il y avait beaucoup de gens riches et beaucoup de nobles surtout aussi qui étaient là. Et moi, j'ai fait ma rentrée en première. Donc, je venais de 7. C'était au cours de l'année, là, en décembre. Et je me retrouve dans un monde, en fait, de gens que je ne connais pas et de gens qui ont beaucoup les moyens. On va pas dire énormément les moyens. Et il y avait bon, beaucoup de nœuds à particules, etc., les rallyes, les gens qui sont mariés entre eux, enfin, tu vois, capitaine d'industrie, etc. Faut pas oublier qu'il y a l'aviation civile là-bas. Et je me souviens de quelqu'un qui vient en voiture un peu dégueulasse, vraiment dégueulasse, le jour du bac, tu vois, voiture toute pourrie. Et cet homme-là, je sais que, enfin, ce garçon-là qui a mon âge, qui avait mon âge à l'époque, qui a toujours mon âge d'ailleurs, parce que il n'y a pas de différencier à chaque fois, mais et je sais qu'il est riche, il est d'une famille noble de Toulouse. Et je vais voir sa mère et je lui dis, je comprends pas pourquoi Xavier vient avec cette voiture alors que je sais qu'il y a plusieurs Ferrari dans le garage, en fait, tu vois. Et sa mère, on me dit, vous savez, on n'a pas besoin de montrer qu'on a des sous parce que déjà tout le monde le sait. Puis nous, ça nous intéresse pas, en fait, de conduire de belles voitures, sauf quand on va à Monaco, etc. Et je préfère que mon fils roule avec une voiture un peu pour lui apprendre un peu ce qu'est la vie et tu vois, enfin des trucs. Bon. Et donc, il avait une voiture où, sincèrement, même moi, j'aurais pas foutu les pieds dedans. Hein. Tas de la bagnole. Et en fait, ils n'avaient pas besoin de montrer qu'ils étaient riches parce que les gens le savaient, parce qu'ils venaient d'une famille déjà riche de Toulouse et parce qu'ils avaient plusieurs entreprises, des immeubles à plus savoir qu'en faire. Et donc, ils n'avaient pas besoin de montrer, en fait, tu vois. Et je Oui. trouve que il y a une différence en fait entre ceux qui sont nés riches et qui s'en foutent un peu, et ceux qui le deviennent et qui ont besoin de le montrer. C'est pour ça que je dis que c'est une classe sociale un peu particulière, ceux qui C'est essaient de le montrer à tout prix et tout. Enfin, c'est possible. Alors, j'ai pas non plus, je suis pas sociologue, donc je j'ai pas ça, il d'idée faudrait très demander à un précise. sociologue pour le coup. Hein. Mais j'ai écouté sur internet une sociologue qui vient de publier le fruit de sa thèse, il me semble, voilà, elle a travaillé sur les domestiques chez les super riches, enfin, ou chez Mhm, les riches. mhm. Et elle montre que autant chez les nouveaux riches que chez les vieilles familles aristocratiques, bah, il faut avoir des domestiques parce que sinon, il faut tenir son rang. Donc je ne sais pas qu'en penser en fait. Peut-être que tu as raison. Mais il me semble quand même que, ouais, c'est cette idée de, il faut tenir son rang et donc, Mhm. par exemple, avoir des domestiques, avoir telle ou telle chose, ça doit quand même jouer. Et, bon, là, on s'est un peu éloigné Alors, de la question de l'écologie, mais c'est quand même lié, puisque consommer beaucoup, oui, c'est oui. polluer beaucoup. Alors, je suis d'accord avec toi sur il faut tenir son rang et ils avaient cette mentalité-là aussi. Et j'ai envie de dire, il y a un banquier je pourrais aller chercher le livre, c'est un vieux directeur de banque du BS qui raconte et c'est ses mémoires, enfin, il le fait avec un journaliste qui s'appelle euh, Un banquier suisse parle. Le livre s'appelle il date des années 80-90, ce livre. Et donc, lui, bien sûr, il a géré pas mal les grandes fortunes suisses, etc. Donc, on peut imaginer les milliards dans les années 50, 60, 70 qu'il pouvait gérer, tu vois. Et cet homme-là, dans ce livre, explique quelque chose qui est très intéressant. Alors, il n'est pas sociologue, il est banquier. Il était directeur de l'Union des banques suisses. Donc, c'est un banquier, c'est pas un sociologue, c'est un homme d'argent. Mais pour revenir à ce que tu dis, il dit au milieu du siècle dernier, donc enfin, du XXe siècle, lorsqu'on avait de l'argent, il fallait faire vivre des familles. Et on ne disait pas, j'ai eu tant de chiffres d'affaires ce mois-ci. Ceux qui étaient riches de l'époque, enfin, donc des années 50, 60, 70, disaient, mon travail, enfin, mes entreprises, etc., font vivre tant de familles. Et on était fiers du nombre d'ouvriers, d'employés qu'on avait, mais pas du chiffre d'affaires. Mm.
Et j'ai l'impression, alors je dis j'ai l'impression, ça je ne peux pas le certifier à 100%, mais de ce que j'ai pu les connaître, que ces vieilles familles aristocratrices françaises ont cette idée toujours d'avoir le devoir de faire vivre des gens avec leur fortune et leurs biens immobiliers. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Oui, il y a peut-être une éthique de la noblesse qui est restée chez certaines familles. Voilà. Ouais. J'ai Je vois l'impression ce que qu'il tu veux y a dire. un peu ça, si tu veux. Et ça, je l'ai compris il y a quelques années en lisant ce livre-là, Un banquier suisse parle, où il raconte ça. Et je me suis dit, en fait, c'est ce que moi, j'avais pas forcément compris à l'époque où je les côtoyais tous les jours. C'est peut-être ça aussi, c'est ce sentiment de dire il faut qu'on fasse vivre des gens, il faut qu'on a le devoir, en fait, de les faire travailler, de Mm. subvenir, tu vois. Je pense, voilà. Mais encore une fois, c'est mon hypothèse à moi. C'est l'hypothèse aussi de ce banquier quand il parle alors, des industriels suisses, pour le coup, lui, il parle de la Suisse. Voilà, c'est l'idée que, peut-être que je me trompe, hein, mais. Non, mais je pense que c'est une intuition intéressante. Enfin, il y a une distinction entre les nouveaux riches et qui Hum, sont hum, effectivement très m'as-tu vu en général, et puis hum, ceux qui sont riches depuis longtemps, qui peut-être plus discrets. Mais après, si on revient au sujet, quand on regarde oui, les chiffres, on voit bien que bah, ceux qui polluent le plus, enfin, oui. plus on a des Hum, revenus élevés, plus on pollue mécaniquement. Même si on est dans la discrétion, on n'est pas forcément dans la hum, consommation ostentatoire, comme on peut se permettre d'avoir beaucoup de biens, bah, hum. alors voilà, on a un impact qui est très fort en termes de consommation de ressources, Ça, d'émissions de c'est, gaz à effet oui, de serre, oui. etc. Même si on roule avec une voiture qui est voilà, qui est pas forcément une voiture de luxe, bah oui, mais à côté, on a un 400 mètres carrés avec piscine, Hum, jacuzzi, etc. Donc, on le montre pas parce qu'on n'a pas besoin. On sait qu'on est riche, donc bon, on n'a pas besoin de le montrer, mais on a quand même ces biens qui sont très impactants sur l'environnement. Et ça, ce sont des oui, oui, chiffres. oui, je suis entièrement d'accord. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, bien sûr. Mais on parlait tout à l'heure de la compétition, de montrer Oui, ses richesses, etc. Je dis, les familles qui sont riches depuis longtemps n'ont pas ce besoin matériel. oui, oui. Et même, on le voit je veux dire, on le voit dans la bourgeoisie de villes moyennes, en fait. Les plus riches de la ville ne sont pas ceux qui montrent le plus, qui sont le plus riches. Enfin, tu vois, voilà, Oui, c'est oui, là oui, où je. Mais bien ça, sûr. c'est encore une fois une expérience personnelle de vie. Je Non, ne peux mais pas certifier que la sociologie dirait la même chose. Là, il oui, faut être. je comprends ce que tu veux dire, hein. Moi aussi, j'ai déjà rencontré des gens qui méprisaient les nouveaux riches parce que eux, voilà, ils s'étaient déjà nés riches et ils trouvent vulgaire le fait qu'on étale sa richesse. Hmm. En tout cas, merci pour ce Ouais, débrief. Je pense qu'on peut arrêter bah, là parce qu'on merci, ouais, à j'ai moins que beaucoup tu aies autre chose digresser. à ajouter. Non, j'ai pas de choses spécifiques à dire. On a beaucoup parlé et c'était intéressant. Merci, je voulais juste te remercier pour la discussion et pour l'invitation de Françoise Gemène. Ben, je ne me voyais pas le faire sans toi déjà. J'ai tourné une vidéo. Bon, bien sûr, quand cette vidéo sortira, la vidéo sera déjà vue, mais je la mettrai quand même en lien si certains veulent le voir. Juste tout à l'heure, quand je suis rentré du labo, je me suis mis dans le lit pour souffler un peu là. Mmh. Et j'ai filmé, puis je racontais ceci, que je trouve très intéressant sur le net. C'est une réflexion qui m'est venue tout à l'heure quand je rentrais là. Mais disant, tu vois, ce soir, je vais interroger François Gémen, qui est quelqu'un qui est quand même, enfin, qui fait partie du GIEC, etc., que Oui, j'aurais pas rencontré normalement, hein. Je suis biologiste, je l'aurais pas rencontré, ou alors dans une conférence étant dans le public de l'OM, et je lui aurais pas parlé, enfin, tu vois, bon. Et toi, je t'aurais pas rencontré non plus. Je dis, en fait, il y a une espèce de magie du net depuis une dizaine d'années où on peut rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans la vie, discuter avec des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans la vie, et puis réfléchir en fait sur des sujets avec des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés. Et je pense que c'est une chance en fait Internet pour oui, le débat démocratique. Je pense que c'est une chance pour la mise en relation des gens. Je pense que c'est une chance pour le développement des idées, pour l'échange des idées. Et ce que je disais, voilà, la réflexion que j'avais, c'était ça, c'était de dire, il y a un an et demi, en gros, je connais Samy par les réseaux sociaux, on a déjà fait une vidéo ensemble, puis j'entends parler de François Gémen à la télé, etc. J'achète son livre, je me dis c'est très intéressant, je vais l'interroger, je le contacte. Il me dit d'accord, on écrit les questions avec Samy.
Et tout ça n'aurait pas été possible sans les réseaux sociaux et sans Internet. Le côté négatif du truc, c'est que les idées de désinformation, je n'aime pas trop le terme complotiste, surtout que maintenant, si j'en crois les historiens, il faudrait plus parler de négationnisme, etc. Enfin, les mots sont... Ouais, il faut faire attention aux mots, oui. Il faut faire attention aux mots, donc je dis ce mot-là, je l'aime pas forcément, mais c'est un peu le revers de la médaille que les idées négationnistes, en fait, se diffusent, de désinformation se diffusent aussi sur le net. Mais c'est à chacun aussi de prendre sa part et de choisir qui il veut écouter et de faire les bons choix, en fait. C'est un choix individuel aussi de savoir qui on veut écouter et d'avoir soit la chance, en fait, d'avoir des débats très intéressants qu'on ne verrait pas à la télévision, à la radio ou sur les journaux, comme nous, on a eu ce soir avec Jamenet, où on parle du discours religieux, discours capitaliste, du discours scientifique, qui sont des questions qui n'ont jamais été posées à la télévision, en tout cas sur l'écologie ou dans les journaux, et des débats comme avec Alexandra Arion-Code, où on te dit l'ARN messager dans les vaccins, ça marche pas, c'est thérapie génique. Bon, même si maintenant elle a changé de terme, je ferai sans doute une vidéo d'ailleurs sur le changement de son terme dans son livre. C'est très intéressant pourquoi elle a changé de terme d'ailleurs. Tu vois, voilà, c'est ce que je disais en fait. Le net peut apporter du très positif comme du négatif, et c'est à chacun de faire son choix en fait sur Internet. Donc voilà, c'était la réflexion que j'avais. La vidéo sortira bien sûr avant, mais je la mettrai aussi en lien si les gens veulent voir. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça pour finir notre débat? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, moi, je suis très content qu'Internet existe, voilà. Je trouve que c'est voilà, l'une des plus formidables inventions de l'homme. Et... Alors, effectivement, il y a plein de choses négatives. On n'est pas au paradis, donc toutes les inventions, même les plus belles, ont des effets négatifs. Mais oui, c'est à chacun après, comme tu dis, d'être responsable et de bien sélectionner les informations, de diffuser aussi des bonnes informations. Alors, il y a beaucoup d'effets négatifs à Internet, là, j'ai pas envie non plus de trop élogieux. Mais en fait, je pense aussi à toutes les rencontres que j'ai faites grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Et pour moi, c'était extrêmement positif. Après, pour d'autres, ça peut être très négatif. On pense aussi aux dynamiques de harcèlement et tout, qui peuvent être catastrophiques. Mais bon, finalement, j'ai aussi, j'ai même moins le point de vue que toi, c'est-à-dire que il faut savoir utiliser Internet et saisir la chance qu'Internet représente à notre époque. Voilà. On m'a déjà par exemple posé une question à quelle époque voudrais-tu vivre, quelle époque historique voudrais-tu vivre? Mais je suis tellement imprégné par Internet que je ne pourrais pas vivre dans une autre époque que le 21e siècle. Bon. Mais c'est vraiment une des raisons. Bon, il y a bien sûr aussi les progrès de la médecine, etc. Mais j'ai pensé très vite à Internet en me disant mais non, mais c'est quand même, enfin, il faut aussi savoir être, comment dirais-je, avoir de la gratitude pour les innovations technologiques, parce que dans les milieux écologistes, on critique beaucoup la technologie, par exemple. Et moi-même, je critique beaucoup la technologie, voilà, sur plein de points. Mais il faut aussi reconnaître tout ce que la technologie nous apporte. Donc, faisons preuve de gratitude vis-à-vis d'Internet. Voilà ma réponse. C'est là où je dis qu'on va vivre une époque excitante dans les années qui vont venir, parce que on va devoir construire un monde alors nouveau. Je ne sais pas si le terme nouveau est exact, mais en tout cas profondément le modifier. Et moi, je dirais pareil, s'il y a une époque dans laquelle je voudrais vivre, c'est bien sûr le siècle dans lequel je vis. Bien évidemment, en tant que catholique, je te dirais, si j'avais pu rencontrer le Christ, ça aurait été peut-être une merveilleuse rencontre aussi, mais ça, bon, c'est un peu plus religieux, mais l'époque dans laquelle je vis, oui, est celle, je pense, où je me serais épanoui le plus de toutes les époques, en tout cas, qu'on connaît de l'humanité. Parce que je peux pas parler du futur, je le connais pas et personne ne le connaît, donc euh, voilà. Puis si j'en crois la science-fiction, le futur ne sera pas tout rose non plus, donc Oui. Et... je dirais, voilà, l'époque actuelle me paraît, ouais, en tout cas, on va vivre des choses qui vont être passionnantes dans les années à venir. Et je sais pas si tu l'avais vu, fait une vidéo, ben, je t'en avais parlé là sur le livre sur la nuance. Euh,
Et je crois que c'est important aussi d'être nuancé, y compris sur Internet, et de savoir écouter l'autre. Ce que je crois, des fois, on ne sait plus trop faire. En effet, je suis d'accord et bon, juste un point sur le futur, le passé, et cetera. Mhm. Bon, effectivement, le futur n'est pas rose, sans doute. On a beaucoup parlé du problème climatique, mais le passé n'est pas rose non plus. Il y a une phrase, enfin, c'est un auteur dont on avait parlé lors de notre dernier entretien, l'année dernière, on avait parlé de Jacques Bainville, Mhm. et Bainville avait cette phrase, il dit: «Au fond, tout a toujours très mal marché de toute façon». Donc, oui, effectivement, le futur sera pas terrible, mais bon, le passé n'est pas non plus, top, donc faisons au mieux et profitons des belles choses dont on peut profiter, quoi. Donc, t'es pas comme Zemmour à avoir cette nostalgie du passé. Oh non, pas du tout et d'ailleurs, sur ce point, Zemmour est pas très bainvillien, parce que Bainville, Oui. était conscient que, bon, le passé, faut pas non plus, faut pas non plus l'idéaliser, et il écrivait dans les années 20-30. Bon, ben, voilà, aujourd'hui, on peut, réfléchir au passé en pensant aux années 20-30, aux années 40, aux guerres mondiales. Bon, finalement, ça Mais v je suis d'accord, Zemmour est pas très bien visé. Si j'avais le temps de faire toutes les vidéos que je voulais, j'en aurais fait une l'an dernier pour expliquer ça. Le problème, c'est que je préfère me concentrer sur mes recherches que sur les vidéos. Alors, il y a beaucoup je de comprends. vidéos qui passent à la trappe et souvent, j'en annonce qui sortent jamais, en fait. Et certains me disent, tu n'as pas annoncé ça il y a 6 mois. Oui, écoute, oui, j'avais oublié que j'avais annoncé, mais faut que j'arrête d'annoncer des vidéos parce que Mmh. il faut que les vidéos sortent sans que je dise rien à personne. Ça déçoit un peu les gens. Mais oui, oui, Zemmour est pas très bien vidé. Je me demande d'ailleurs ce qu'est Zemmour. Il est plus. Je sais pas dans quel courant philosophique et. Mais là, on va complètement sortir du cadre de la Oui. discussion, donc on va arrêter. Dans quel courant philosophique et politique il se place? J'en ai aucune idée, je sais pas. J'ai du mal à le comprendre, le personnage, mais enfin bon. Ouais, mais moi-même, j'ai mal à comprendre. Bon, c'est un réactionnaire d'extrême droite, voilà. Bon. Oui, mais quand tu lis les réactionnaires d'extrême droite du siècle passé, ils sont pas comme lui, hein. Oui, oui, bien sûr, après le contexte a changé, mais Ils c'est sont je sais pas pas, comme Hannibal lui. Lecter, je sais Tu lis Daudet, tu lis Bernanos, tu lis Bainville, qui étaient considérés comme réactionnaires à leur époque, c'est pas le même discours. C'est quand même. non, non, Enfin, non, excuse-moi, mais. non, les temps ont changé aussi, donc Oui, les temps ont changé, mais je vois pas d'où il sort, lui. Enfin, je sais pas. mmh. Il se réclame de gens qui sont loin de ses idées. Enfin, c'est. En tout cas, merci à toi pour ce débrief, Ouais. puis merci à toi pour l'interview sur Gmail.